Son père, son bourreau. Qui aurait pu un jour l'imaginer? À travers son histoire personnelle, Zilpa Mboukou raconte son témoignage et libère la parole sur l'inceste. À son arrivée en France, la vie de princesse se transforme en cauchemar. Celui qui devait être son héros s'est vite transformé en bourreau. Revivant avec effroi les violences, la torture psychologique, elle n'avait que la prière comme arme pour continuer à croire en l'avenir. Aujourd'hui, nous abordons un sujet difficile mais essentiel. Les blessures laissées par l'inceste. Longtemps tabou, ce phénomène concerne pourtant de nombreuses personnes et ses conséquences peuvent être profondes et durables. Pour en parler, je reçois donc Zilpa Mboukou, auteur. Merci beaucoup Zilpa d'être parmi nous. Alors vous êtes l'auteur du livre Les blessures de l'inceste dans lequel vous livrez une partie sombre de votre histoire. Alors pourquoi vous avez écrit ce livre? J'ai écrit ce livre parce que c'est un témoignage, c'est pas juste un livre, c'est une histoire que j'ai eu à vivre moi-même. Ouais. Et j'ai écrit ce livre aussi parce que c'était un moyen pour moi de commencer aussi ma guérison. Et ça m'a mis à cœur que je devais écrire aussi parce que plusieurs personnes traversent aussi ce que j'ai eu à vivre. Et ce livre aussi, c'est un moyen pour eux de se dire qu'ils ne sont pas seuls. Ce n'est pas juste un livre, c'est une histoire qui touche beaucoup de personnes. Alors, est-ce que ça a été facile pour vous de mettre les mots sur des mots que vous avez vécus, subis? Non, c'était pas facile. J'ai passé des nuits, il y a des moments où j'effaçais, je réécris encore, j'effaçais et je me posais encore des questions sur quels sont les mots que je pouvais mettre dedans. Je me disais toujours, je dois écrire un livre, mais je ne voulais pas que ça soit grand. Je ne voulais pas que ça soit beaucoup de pages. Un livre, une personne pouvait lire en 1 heure, 2 heures, mais qui se retrouve. Et aussi un livre qui pouvait aussi impacter, toucher et reconforter une personne aussi. Donc ça n'a pas été facile pour trouver les mots. D'accord. Alors pendant que vous écriviez, dans quel état vous étiez? Je devais me remémorer le passé, me remémorer ce que j'ai eu à vivre et ça n'a pas été facile. Parce que même après avoir écrit, j'ai eu du temps, j'ai pris un temps où c'est comme s'il fallait que je puisse me remémorer certaines choses que j'avais enfouies en moi. Donc c'était pas facile. Et psychologiquement, c'était comment? J'ai pris au moins 1 semaine après avoir écrit pour me remettre un peu. Vous pleuriez au moment de l'écriture? Oui. Il y a des moments où je pleurais, il y a des moments... je suis quelqu'un, j'aime pas montrer mes émotions aux gens. Oui. Donc j'écrivais la nuit, quand mes enfants dormaient, c'était mieux. Parce que au cas où s'il y avait des choses qui se passaient, si je ne supportais pas, quand je pleurais, il n'y avait personne pendant la nuit. Donc ça veut dire que jusqu'à l'écriture de ce livre, votre entourage ne savait pas ce que vous avez vécu? Si. Ils savaient. Autour de moi, ils savaient, sauf mes enfants. Parce que mes enfants, ils sont petits, donc ils ne savaient pas. Mais sauf mes enfants qui ne savaient pas, mon entourage, c'est une histoire qui a été chacun en parlait à sa manière, sans connaître les aboutissants, sans connaître l'histoire, mais autour de moi, les gens savaient. Et maintenant, vos enfants, ils ont quel âge? Ma première fille, elle a 10 ans, et j'ai été obligée d'en parler, avec les mots d'enfant, mais parce que je savais que il y a les téléphones qui existent, et quand elle me voyait aussi que j'écrivais un livre, elle me posait tout le temps la question, tu écris sur quoi? Je veux bien lire. Donc oui, mes enfants aussi, j'ai eu du temps pour pouvoir les préparer à ça. Alors, vous évoquez là un sujet très sensible, oui. L'inceste. Racontez-nous justement ce que vous avez vécu. J'ai eu à subir l'inceste c'est par rapport à mon père. J'étais toute petite, j'ai grandi au pays, au Congo. Je suis arrivée en France dans les 12 ans et demi. J'ai rejoint mon père. Et le temps que j'ai rejoint mon père, cela s'est passé, j'ai vécu à vivre l'inceste de la part de mon père pendant 2 ans. Vous aviez quel âge? J'étais dans les 14 ans. D'accord. Pendant 2 ans, j'ai eu à subir cela par mon propre père. Et ça n'a pas été facile. Parce que lorsqu'on vit cela, en sachant que je suis orpheline de mère, donc je ne pouvais pas... J'avais pas un autre parent où je pouvais me confier, où je pouvais expliquer ce que je vivais avec mon propre père. Et à ce moment-là, j'étais renfermée. J'étais colérique.
parce qu'autour de moi, des personnes ne comprenaient pas le comportement que j'avais. Mais c'était un moyen pour moi de me protéger parce que la nuit, ce que je vivais la nuit, et la journée, c'était différent. La nuit, j'avais un bourreau, je dirais. Mais la journée, j'avais un père qui était responsable, qui s'assurait que j'ai fait mes devoirs, qui s'assurait que je rentre tôt, que je ne suis pas dehors tard. Mais la nuit, j'avais une autre personne en face. Et ça a été compliqué pour moi. Surtout, j'ai perdu ma mère, j'avais 9 ans. Et je n'ai pas grandi avec mon père. Donc, en arrivant déjà, il fallait une relation déjà en tant que père-fille. C'était d'abord un peu compliqué, même si quand il venait en Afrique, on se voyait. Et en sachant que cela n'a pas tardé, que j'ai eu à vivre ça. Mais la première fois même quand j'ai eu à vivre, j'ai été droguée. Donc je n'ai pas la mémoire de cette première fois-là, de ce qui s'est passé cette nuit-là, parce qu'il a eu à me donner un médicament, un comprimé. Je me suis endormie et je me suis réveillée. C'est là que j'ai constaté un peu qu'il y avait quelque chose qui se passait sans que je puisse me dire qu'il s'est passé ça. C'est quand ça s'est répété, en sachant que là, j'étais pas droguée, que c'était forcé, c'est là que je me suis rendu compte que ce premier jour-là, cette nuit-là où je me suis réveillée sans que je puisse me souvenir de ce qui s'est passé, il s'était passé quelque chose qui avait eu à marquer ma vie. En tant que jeune enfant que j'étais, adolescente que j'étais, je ne connaissais pas les hommes. Donc il y avait certaines choses de mon corps aussi que je ne pouvais pas dire que j'avais eu à subir ça cette nuit-là. C'est après que j'ai constaté que je me suis dit oui, mon propre père a été cette première personne qui a eu à avoir la première fois, comme toute jeune fille, hein, on veut tous une première fois. Moi, j'ai pas eu, je dirais, ma première fois. Donc, vous avez dit que ça a duré 2 ans, à partir de l'âge de 14 ans. La première fois, vous avez été droguée. Et les autres fois, ça se passait comment? Les autres fois, il venait, il toquait. Au début, il buvait l'alcool. Donc, quand il venait, il faisait passer ça sur le coup de l'alcool. La première fois, il est venu. Il a toqué, il a commencé à toquer devant ma porte. Je me suis dit, c'est bizarre, tard la nuit. Et quand j'ouvre comme ça, on n'était que 2 dans la maison avec le petit frère qui dormait, c'était un bébé. Hein. Et quand j'ouvrais comme ça, je voyais mon père, il n'avait rien sur lui, quoi. Et tout de suite, je me suis dit, c'est de l'alcool. Et à ce moment-là, il m'a forcé, il m'a poussé. Il m'a dit d'ouvrir, il m'a forcé. Et après, ça se répétait comme ça. Il venait toquer la nuit. Et à chaque fois, il le faisait sous le coup de l'alcool? Au début, oui. Je dirais que pendant quelques mois, oui. Mais après, non. Ouais. Pendant quelques mois, c'était sous le coup, il se faisait passer comme s'il a bu de l'alcool, Ouais. voilà, mais après, non. Donc ça veut dire que quand même, quelque part, il était conscient de ce qu'il faisait. Hein. Oui, il était conscient. Mais du coup, vous réagissez comment? Vous lui dites quoi quand il faisait ça? Je vous dirais qu'au début, je résistais. Hein. Au début, par exemple, la première fois, j'ai dit non, je ne peux pas et tout. Il m'a forcé. Après, c'est devenu des menaces. Tu vas retourner en Afrique. Même si tu parles, qui va te croire? Tu n'as pas le choix. Parce qu'ici en France, je n'avais pas aussi de la famille côté maternel. Parce que moi, j'ai été élevée du côté maternel. J'avais personne côté maternel. Et il s'était assuré de couper tous les liens. Vous savez, j'étais en contact avec ma tante maternelle qui m'a élevée au pays. Et à ce moment-là, il avait coupé tous les liens. Donc, je ne pouvais plus les appeler. Il a cherché à avoir des problèmes avec eux. Donc, il m'a dit, tu ne les appelles plus. Donc, il n'y avait que lui qui était en contact avec eux. Donc, il s'était d'abord assuré je dirais que je sois un peu la proie ou de mettre tout le monde un peu de côté, il n'y a que lui. Et quand il venait, à chaque fois, je résistais. Je disais non, je ne veux pas. Mais avec les menaces. Et après, mentalement, au fur et à mesure, je ne vais pas vous mentir, c'est devenu comme une habitude. Ouais. Ça, vraiment, après quelques mois, c'est devenu... je m'attendais, quoi. Il y a des nuits, s'il ne toquait pas, je me dis, Dieu merci. Je me disais, cette nuit, au moins, c'est une nuit de plus où j'ai pu dormir sans qu'il vienne pousser la porte de ma chambre. Et il y a des moments où c'était devenu comme si mon corps s'était habitué. Je ne dirais pas comme si mon corps s'était habitué, que quand il rentrait, Mais il n'avait pas de femme? Si, il avait même 2 femmes. Ah oui. Ah oui, moi quand je suis arrivée en France, il habitait avec... il habitait déjà une femme dans la maison avec un petit frère. Et aussi au Congo, quand je suis venue aussi avec une femme aussi. D'accord. Donc il avait... Mais ces femmes-là, à un moment donné, l'autre habitait d'abord chez une tante. Donc après, on se retrouvait dans la même maison avec 2 femmes. D'accord. Donc on s'est retrouvés avec 2 femmes dans la même maison, mais la première ne savait pas que l'autre, c'était la femme. Et ils se sont assurés que la première de repartir chez ses parents. Elle est repartie chez ses parents. La première fois, par exemple, quand ça s'est passé, la deuxième femme, elle était partie rendre visite à sa famille. Donc,
quand ça se passait au début, il s'assurait qu'il n'y a personne à la maison. À chaque fois, il y avait pas des grandes personnes. Sa femme n'était pas là. Mais après, il y a eu un jour, j'ai eu en parler à cette femme-là parce qu'on est quittés au pays ensemble. Donc je me suis dit, je vais lui en parler. Elle peut peut-être comprendre ce que je vis. Mais je pense aussi qu'elle soupçonnait, parce qu'à un moment donné, dans la maison, elle me prenait comme si j'étais sa rivale. Alors qu'on a quitté au pays, on s'entendait bien, il n'y avait pas de problème. Et dès que je l'ai un peu expliqué, avec des petits mots sans rentrer dans les détails, elle a pu faire une réunion en disant que moi j'accusais mon père de ça et mon père s'est fâché. Parce que ce qu'il y a de bizarre, ce jour-là, quand mon père s'est fâché, pas contre moi, mais c'est contre sa femme. Elle a dit, comment tu peux inventer des choses comme ça? Comment tu peux inventer des choses comme ça? Elle ne te l'a pas dit. Et à ce moment-là aussi, on m'a dit de m'excuser. Hein. Vous savez, c'est des sujets où, je pense, c'était la grande sœur de mon père qui était là aussi. Il y avait la grande sœur de mon père et cette femme-là. Et la grande sœur de mon père m'a dit, si tu l'as dit, excuse-toi juste. Tu as accusé ton père, ne détruis pas le couple de ton père. Et quelques jours après, ma belle-mère, là, elle était partie. Elle a pris sa fille, elle est partie. Et donc là, le champ était libre. Et comment vous réagissiez après chaque agression? J'allais me doucher. J'allais dans la salle de bain. Dès qu'il sortait de ma chambre, j'allais dans la salle de bain. Et j'ai gardé ça même après des années. Ça m'arrivait, dès que j'allais avec un homme, je suis obligée, dès qu'il faut que j'aille me doucher. Je me sentais sale. En me disant, on me nettoyait avec de l'eau chaude, très chaude. Il fallait que de l'eau brûlante, il faut que ça rentre dans mon corps. Et même maintenant, je me lave toujours avec de l'eau chaude. Je ne sais pas, peut-être que... Vous êtes émue, hein, encore. Ouais. C'est comme si c'était hier. Ouais. Vous le revivez encore. Ouais. Alors, Zilpa, quel sentiment vous éprouviez pour votre père, du coup? Je ne vais pas vous mentir. À ce moment-là, je n'avais pas de sentiment. Ni de colère. J'avais pas de sentiment envers lui. J'avais pas. Je ne pouvais pas vous dire que non. Non, à ce moment-là, je n'avais pas de sentiment envers mon père. Parce que la journée, c'était une autre personne. Donc, à un moment donné, je me disais peut-être que c'était moi qui me faisais les imaginations. Peut-être que j'imaginais des choses la nuit. Ça m'est arrivé à des moments où je me suis dit, peut-être tu imagines des choses, peut-être c'est des rêves que tu fais la nuit. Parce que la journée, j'avais un père responsable, un père aimant. Mais comment on peut expliquer ça? Ce décalage, je ne sais pas si on peut dire, ce trouble de la personnalité, je ne sais pas. Comment? Même moi, je ne peux pas vous expliquer. Parce que... Et vous avez essayé de parler avec lui, d'en parler avec lui, de lui dire pourquoi il faisait ça? Oui. Et qu'est-ce qu'il disait? Non, pour lui, il ne parlait pas. Il ne répondait pas. C'est pour ça qu'après, je me suis dit, c'est mes imaginations. Parce qu'à ce moment-là, il ne parlait pas. C'est comme dans la journée, si tu parlais de ça avec lui, comme s'il n'est pas là. Il fait comprendre que ce que tu dis, je ne sais pas de quoi tu parles, avec le silence, hein, pas en réunion, mais juste avec le silence. Non, si tu fais comprendre de quoi tu me parles. Je ne sais même pas de... Donc après, à un moment donné, on n'en parlait plus. Moi, je n'en parlais plus. Vous n'en parliez plus. Donc, vous avez dit que vous avez quand même essayé de parler de votre souffrance à votre belle-mère, du coup, hein, c'est ça, oui. Qui vous a accusé. Mais après ça, qu'est-ce que vous avez fait? Parce qu'en fait, en vrai, les victimes de l'inceste n'arrivent pas à en parler. Oui. N'arrivent pas à en parler. Pourquoi est-ce que c'est, à votre avis, aussi difficile d'en parler? Déjà, dans notre communauté, c'est un sujet tabou. Oui. Vous savez, j'ai eu une dame, j'ai dit, c'est une dame âgée, hein, j'ai dit, mais madame, on parlait comme ça. Elle me dit, mais qu'est-ce qui t'a... Mais comment tu peux écrire un livre comme ça? C'est ce qu'elle m'a dit, mais comment tu peux écrire un livre comme ça? J'ai dit, ben, c'est mon histoire, c'est mon témoignage. Mais pourquoi est-ce que tu étais obligée de l'écrire? Donc, déjà dans notre milieu à nous, dans nos familles, c'est des sujets qui sont tabous. On ne doit pas en parler, ça doit rester dans la famille, c'est le linge sale, ça se lave en famille. Et aussi, les victimes ne sont pas crues. Il faut se dire la vérité. Les bourreaux sont plus crus que les victimes. On nous fait passer pour des personnes qui veulent détruire
la réputation de son père ou de sa mère ou de son oncle, de la personne de la famille, une personne qui veut séparer la famille, qui veut diviser la famille. Donc, quand on est... Et surtout, les personnes comme ça sur toujours... C'est des personnes où dans la famille, on peut pas se dire qu'il peut faire ça. Moi, mon père, quand on voyait la personne qu'il était, comment il était avec ses nièces, comment il se comportait dans la famille, personne ne pouvait dire que non, venant dans sa part, il peut le faire. C'est des personnes où tout le monde peut mettre sa main au feu pour cette personne. Donc c'est normal que les victimes n'arrivent pas à en parler parce qu'ils savent que même lorsqu'ils vont essayer d'en parler, personne ne sera là pour les croire ni pour les défendre. Donc ils seront seuls. Et ce n'est pas tout le monde qui a la force déjà, en ayant à vivre ça déjà. Et si on n'a pas des personnes sur qui s'appuyer, c'est compliqué. Il faut avoir un mental pour pouvoir aller jusqu'au bout. Ah, donc, on est en train de dire que voilà, beaucoup de victimes de violences sexuelles s'enferment dans le silence. Mais est-ce qu'en même temps, elles peuvent faire quelque chose d'autre dans leur cas? Pour moi, il faut en parler. Il faut en parler. Après, il faut savoir à qui en parler. Ce n'est pas à tout le monde. Ouais. Vous savez, il y a des personnes, vous allez en parler, c'est comme si vous allez juste encore vous mettre encore dans le silence. Ce qui m'est arrivé. J'ai parlé à la mauvaise personne et je me suis encore enfouie dans le silence et j'ai accepté mon sort. Donc, il faut en parler, mais en parler aux bonnes personnes qui peuvent nous aider, qui peuvent nous soutenir. Parce que c'est mon cas aussi, ça a été, j'en ai parlé maintenant, après, des années plus tard, à une bonne personne qui m'a soutenue, qui m'a encouragée à aller jusqu'au bout. On va voir tout à l'heure comment vous avez réussi à vous en sortir, en tout cas à vous reconstruire. Mais j'ai une question à vous poser. Donc, votre livre porte sur les blessures de l'inceste, je le rappelle. Quelles sont justement les conséquences que l'inceste a eues sur vous? J'ai vendu mon corps pour de l'argent. Ah oui. Ah oui, vous êtes je me suis prostituée. Vous êtes prostituée par la suite. Parce que mon corps, je le voyais comme si il n'y avait plus de la valeur. Je pouvais aller avec un homme, on pouvait se rencontrer en boîte de nuit et on fait ce qu'on a à faire le même nuit et c'est fini. Mais vous le faites pourquoi? Parce qu'on n'a plus... Notre corps, on ne le voit plus... Déjà aussi, notre corps, on se dit que notre corps, c'est devenu juste un objet. Que notre corps n'a plus de la valeur, que notre corps, on n'a plus aussi d'estime de soi. Donc on vit pour vivre. Vous savez, moi, ça m'arrivait, il y a des copines qui me disaient, je mets de l'argent de côté en CA pour mes projets, mais moi, je disais, je préfère prendre mon argent et utiliser tout de suite parce que je ne voyais pas l'avenir. Je me disais pas, tant que je me réveillais le lendemain, je me disais, c'est déjà ça. Donc à ce moment-là, on manque déjà d'estime de soi. On se dévalorise. Et moi, de mon côté même, ça m'a provoqué de l'anorexie. J'ai été hospitalisée pour de l'anorexie. J'ai fait des tentatives de suicide, plusieurs fois. J'étais en psychiatrie. J'ai eu des antidépresseurs. J'ai pas pu aussi finir mes études. Ça détruit beaucoup. Surtout lorsque, moi, je me dis de mon côté, exemple, j'en avais parlé. Mais pour les personnes qui n'en parlent pas, aujourd'hui, on peut devenir mère, père, on peut avoir des enfants, mais c'est compliqué pour pouvoir se reconstruire. Ça détruit, mais que ce soit physiquement, même que physiquement, comme mentalement, ça détruit beaucoup. La femme ou la personne que tu étais avant se dira que il n'y a plus d'espoir. On ne voit plus le bonheur. Moi, le bonheur, je ne me disais pas que ça existe. J'ai accepté ce qu'on me donnait. J'ai dit, toi, qu'on me donne déjà ça, si déjà ce qu'on me donne, je ne demandais pas plus. Je ne me valorisais plus en tant que femme. Je ne voyais pas que j'avais de l'importance. Et après, j'étais aussi une personne, de mon côté, jusqu'à maintenant, j'aime pas demander de l'aide. J'aime m'en sortir toute seule. Je préfère me débrouiller seule que demander de l'aide. Aujourd'hui, ça va mieux? Oui. On peut dire que vous avez retrouvé le bonheur? Oui. Qu'est-ce qui vous a aidé? Ce qui m'a aidé, c'est que j'ai déjà, en parlant,
J'ai eu parler à une cousine de ce que je traversais. C'est elle qui m'a dit, elle a assistance sociale, donc elle a dit, même si on est dans la famille, moi je ne peux pas accepter, tolérer les choses comme ça. Elle m'a poussée, elle m'a dit, tu dois aller consulter un psychologue. Donc je suis allée voir. Vous savez, dans notre milieu aussi, les psychologues, il faut se dire la vérité. On se dit, c'est pour les fragiles, c'est pas pour nous, c'est pas... Dans notre milieu, les psychologues, personne n'en parle. On se dit, si tu vas voir un psychologue, c'est que tu es faible. Non, ça aide beaucoup d'en parler. Ça m'a beaucoup aidé, en parler. Avoir des spécialistes qui sont faits pour ça, qui m'ont écouté. Ils étaient là pour m'écouter juste. Ouais. Et cela a fait que, au fur et à mesure, j'ai eu aussi des traitements, des antidépresseurs qui ont pu m'aider aussi pour m'aider aussi. Parce qu'ils ont bien des nuits, je ne dormais pas. Je faisais des cauchemars la nuit. Je pouvais me réveiller, je criais. Donc cela aussi m'a beaucoup aidé. Et je me suis aussi attachée à la prière aussi. Et combien de temps il vous a fallu pour vous reconstruire? Vous savez, même maintenant, la guérison, c'est un chemin. Ah oui. Ça ne finit pas. Ah oui. Ça ne finit pas, je veux pas. C'est... Quelqu'un qui a eu à vivre l'inceste ne peut pas dire que je suis guérie à 100%, ma vie va bien à 100%. Et surtout, en plus, en devenant mère, c'est compliqué. Vous savez, il y a des moments, moi, parfois, mes enfants, je suis là, je sais pas que vous... J'ai envie de les garder autour de moi parce que... Mais je me dis, il faut que je dois lâcher prise. Parfois, leur père me dit, mais tu sais, quand les enfants ils viennent au monde, ça devient des enfants de tout le monde. Mais moi, je suis là, non, c'est mes enfants. Mais ils ne comprennent pas dans ma tête la manière dont je réfléchis. Donc, au jour d'aujourd'hui, lorsqu'on subit l'inceste, on ne peut pas dire que c'est bon, c'est fini, c'est ton histoire, tu vis avec, mais tu dois surpasser cela. Beaucoup nous diront qu'il faut oublier. Non, tu ne peux pas oublier. Parce que surtout, ça vient d'un membre de ta famille. Ça ne vient pas d'un inconnu où tu peux te dire je ne le verrai plus, je n'ai plus, voilà, on ne va plus se croiser un jour. Quand ça vient d'un membre de la famille, que tu le veuilles ou non, surtout si c'est ton père, ta mère, c'est ton sang. Donc, au jour d'aujourd'hui, je dirais que c'est un parcours, c'est un chemin. Mais là où je suis arrivée, mes enfants m'ont beaucoup aidée. Surtout ma première fille. Elle m'a beaucoup aidée parce que grâce à elle, j'avais arrêté les antidépresseurs. Grâce à elle, j'ai dit, je veux me battre pour elle. Je veux me battre et m'en sortir. Alors donc vous avez pu retrouver quand même une vie normale, Oui. une vie de famille. Oui. Vous avez dit que vous avez 2 enfants, c'est ça, des enfants. Vous êtes donc accompagnée? Non. Bon, ça s'est mal terminé. Bon. En tout cas, vous êtes bien épanouie avec vos enfants, Oui. bien heureuse. Oui. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez gardé le contact avec votre père? Est-ce que vous avez ces nouvelles? Non, parce que bon, on était, mon père, grâce, comme j'ai parlé, j'ai été placée, j'étais en famille d'accueil, j'étais en foyer aussi. Et mon père a été condamné. Pour ce violence qui s'est sexuelle? passé. Oui, D'accord. pour ce qui s'est passé envers moi. Donc c'est pour ça que j'encouragerais quelqu'un à en parler. Parce que il faut avoir, comme je disais, un mental. Parce que c'était pas facile. Il y avait des examens à faire. Il faut aller répéter encore, répéter les confrontations devant la police parce que tu accuses quelqu'un. Donc même si j'étais mineure, il fallait que je me confronte à la personne que j'accuse et que je répète encore. Et il faut aller rentrer dans l'intimité parce que tu dois rentrer dans l'intimité pour qu'ils puissent savoir que ce que tu dis est vrai. Donc mon père a été condamné, il a fait de la prison. Lorsqu'il a fait de la prison, mon père, après il est sorti, je pense qu'il a fait 13 ou 15 ans, je ne me rappelle plus, mais il a fait vraiment un maximum d'années, 13 ans il a fait de prison. Il était condamné, je pense, à 13 ou 15 ans, mais il a fait quand même le maximum qu'il devait faire. Il était sorti de prison. Je n'ai pas eu de ses nouvelles. Et j'ai juste eu une tante qui m'a appelé une fois pour me dire que mon père il a été refoulé au pays. D'accord. Donc il est retourné au Congo, Brazzaville. Oui. D'accord. Vous êtes satisfaite de l'issue de cette histoire? Je ne vais pas vous mentir. Là, il y avait une question qu'on m'avait posée si j'avais de l'émotion. Quand je vivais cela, je n'avais pas d'émotion pour lui. Mais quand j'ai pris du recul, quand j'ai été placée, et j'avais maintenant après de la haine et de la colère envers mon père. On pouvait m'annoncer qu'il était mort hier, ça ne m'aurait rien fait. Mais dans le chemin de la guérison, il faut apprendre à pardonner. Se pardonner d'abord à soi-même, parce qu'il y a des choses qu'on a eu à vivre
qu'on ne mérite pas. Et à un moment donné, nous-mêmes, on a eu à faire subir des choses à notre corps aussi. Donc, il faut d'abord se pardonner à soi-même et il faut aussi pardonner à cette personne. Ce n'est pas facile, mais il faut pardonner. Et lorsqu'on m'avait appelé ce jour-là pour me dire qu'on va le refouler au pays, j'étais encore sur le chemin de la guérison. Donc, sincèrement, je ne vais pas vous mentir, je n'avais pas d'émotion, qu'il part, qu'il y reste, c'est pas... Mais là où actuellement je suis, ça m'attriste parfois, vous savez, parce que j'ai des enfants parfois qui me demandent, maman, grand-père, il est où? Ouais. Et vous leur dites quoi? Ben, avant, je leur disais, grandissez un peu. Donc même ma première fille, elle avait l'habitude de dire, ah bah maman va nous dire, il faut qu'on grandisse un peu. C'est tout ce que les mères congolaises disent, hein. Il faut grandir un peu, on n'a pas encore l'âge. Mais là, avec le temps, par rapport à le livre que j'avais écrit, le temps que j'ai eu de leur parler, de pouvoir leur parler de ça, on ne pose plus la question. Mais en tant que maman et en tant qu'enfant aussi, parfois, il y a des moments où tu as besoin aussi d'avoir ton père parce que j'ai que ce père-là aussi. Donc, dans le pardon que je lui ai accordé, je ne dirais pas que je me suis réjouie qu'il retourne au pays où je suis contente, non. Et donc, vous continuez à le considérer comme votre père? Oui. Beaucoup de gens me disent, tu ne veux pas l'appeler, pourquoi tu l'appelles encore père? Mais c'est mon père. Malgré tout. Malgré tout. Alors, on arrive à la fin de cette émission. Zilpa, est-ce que vous souhaitez adresser un dernier message? Oui. Je voudrais dire à une personne qui a eu à vivre l'inceste, le viol, que c'est encore possible. Le bonheur existe. Que ce que tu as eu à vivre, ce n'est pas toi la coupable, ce n'est pas toi qui as demandé ça. Alors ne te sens pas coupable et cherche à en parler. Trouve des bonnes personnes à côté de toi qui vont t'accompagner. Et fais-toi ta priorité. Je veux dire à une personne, peu importe ce que tu vis, peu importe ce que ça t'a laissé, des blessures que ça t'a laissé, parce que je sais que ça laisse des blessures intérieures qu'aucune personne ne peut voir, que seul toi-même connais. Parfois, les gens te trouvent agressif, d'autres n'arrivent pas à te comprendre. Mais sache que tu es une personne spéciale, tu as de la valeur et que c'est encore possible d'écrire ton histoire. Ton histoire n'est pas encore finie, ton passé ne te définit pas. Merci beaucoup Zilpa. C'est la fin de cette émission et nous remercions tous nos téléspectateurs qui nous suivent depuis quelle ville selon vous? Montreux. Montreux. Oui. C'est en France. Oui. À bientôt.